Digital Congo, la télévision numérique. Roger Lumbala devant la cour d'assises de Paris ce mercredi pour répondre des griefs mis à sa charge. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité, notamment meurtre et actes de torture, sans oublier le viol commis en 2002 et 2003 en Ituri et au Nord Kivu. L'ancien chef de guerre appelle à la comparution de Jean-Pierre Bemba, actuel ministre des Transports en RDC, et de Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Dans la province du Nord Kivu, justement, une arme à feu contre 100 ou 200 $ américains, c'est la nouvelle stratégie du gouvernement provincial pour lutter contre l'insécurité. Décision contenue dans un arrêté rendu public mardi et signé par le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somokakoulé. Extrait à suivre dans ce journal avec le lieutenant Marc Elongo, porte-parole militaire. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée sous la pluie ce mercredi et encore des dégâts matériels importants. L'on déplore malheureusement 2 morts dans la commune de Bumbu et de Selembao, sans oublier des inondations et certaines routes désormais coupées en 2. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Digital Congo. Eh bien, il y avait encore pluie dans la nuit de mardi à ce mercredi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et encore des dégâts énormes. L'on déplore malheureusement 2 morts qui ont été enregistrés sur l'avenue Assosa dans la commune de Bumbu et sur l'avenue Matondo au quartier Moana-Tounou dans la commune de Selembao. Des inondations ont été également signalées dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa, dues principalement au cru des rivières, à l'insuffisance ou à l'absence de canalisation. En Galiema, une commune de l'ouest de Kinshasa, la route de Matadi a été réduite en une seule bande au niveau de l'arrêt de bus Peloustor. L'avenue de Libération dans la commune de Selembao a été sectionnée en 2 dans son croisement avec la rue Panzou au niveau des quartiers Mitendi, Kimvula et Télécom à Mongafula. Une commune de l'ouest de Kinshasa, des murs de clôture de ménages se sont effondrés et plusieurs têtes d'érosion en progression ont également avancé. L'on signale également que les rivières Ndjili et Sanga ont débordé, inondant plusieurs quartiers de Massina Ndjili et Limité, où certaines familles se retrouvent encore à ce jour sans abri. Nous l'avons annoncé en début de cette édition du journal également, il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité, notamment des meurtres, des actes de torture et des vols commis en 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Roger Lumbala était ce mercredi devant la cour d'assises de Paris pour répondre des griefs mis à sa charge au nom du principe de la compétence universelle. L'ancien chef de guerre appelle la comparution de Jean-Pierre Bemba, actuel ministre des Transports en République démocratique du Congo, et de Constant Ndima, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Patrick Ngouo.
Dès l'entame de l'audience, Roger Lumbala conteste la composition de la juridiction. Aucun n'est informé de la situation réelle du pays, tandis qu'il y a un Africain dans le box, a lancé l'ancien chef rebelle devant les juges. Ce dont je peux vous assurer, c'est de notre indépendance et notre impartialité, lui a répondu par la suite le président de la Cour, Marc Soméré. Lumbala veut voir plus d'une dizaine de personnes témoigner, parmi lesquelles Jean-Pierre Bemba et Constant Ndima. Mais ce qu'il faut signaler d'emblée, c'est que le principe de la compétence universelle est valable dans ce cas au regard de la nature des accusations portées contre l'ancien ministre du Commerce extérieur, nous dit Maître Carlos Moupili, expert en droit international et des conflits armés. Le principe des compétences universelles est justifié car le crime reproché au prévenu Roger Lumbala ont vexé la conscience humaine. Donc toute l'humanité. Ce dossier était également évoqué par le porte-parole du gouvernement congolais de passage sur les antennes de TV5 Monde mardi soir. Tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver. Réaction également à Kinshasa où certains acteurs politiques voient d'un bon œil l'ouverture du procès contre Roger Lumbala. En tout cas, je suis vraiment très content par rapport à cela, parce que vous savez, depuis un certain temps, commettre des crimes de guerre pour certaines personnes constitue un moyen pour faire entendre leur voix. Ayant fondé et dirigé le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale RCD national, un groupe armé soutenu par l'Ouganda pour lutter contre le gouvernement congolais, Roger Lumbala est reproché d'avoir commis des exécutions sommaires, des actes de torture et d'autres traitements inhumains, des viols, des pillages et réductions en esclavage, y compris l'esclavage sexuel. Les autorités françaises ont arrêté Roger Lumbala à Paris en décembre 2020. Et dans la province du Nord Kivu, les autorités sont déterminées. Il faudrait mettre fin à l'insécurité ou du moins réduire sensiblement cette insécurité. Nouvelle stratégie adoptée, une arme à feu contre 100 ou 200 $ américains. L'annonce est contenue dans un arrêté rendu public mardi 11 novembre 2025 et signé par le gouverneur militaire du Nord Kivu lui-même, le général-major Évariste Somo-Kakule. Toute personne qui remettrait volontairement une munition recevra également $1 américain en contrepartie. C'est un extrait de cet arrêté lu par le lieutenant Marc Elongo, porte-parole militaire. Le présent arrêté provincial a pour objet d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu, munitions et autres engins explosifs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Article 7. Pour rétribuer toute personne qui remet volontairement une arme à la commission, le gouvernement provincial donne en contrepartie $100 pour une arme de type AK-47 ou l'équivalent, $200 pour une arme d'appui et $1 par munition. Article 8. Toute découverte d'engins explosifs, improvisés ou des munitions explosives abandonnées, obus, roquettes ou grenades doivent être signalés auprès des autorités militaires et des services de lutte anti-mine pour prendre des mesures de précaution. Il est recommandé aux civils de ne pas manipuler ces types de munitions. Article 9. Toute personne détentrice d'une arme qui souhaite la remettre dans l'anonymat a le droit de se rendre dans une structure de son choix et bénéficier de la protection de la province. Dans ce cas, il revient à la structure ayant réceptionné l'arme de la remettre à la commission, moyennant la rétribution prévue à l'article 7 du présent arrêté provincial. Article 10. Pendant toute la période de la présente campagne de ramassage, nul ne peut être poursuivi pour avoir remis volontairement une arme ou des munitions.
Nous allons nous rendre à présent dans la province du Lualaba où les médecins veulent des explications sur la mort d'un des leurs. Il s'agit du docteur Ndibou Nawej Emmanuel. Eh bien, une forte délégation des médecins membres du syndicat national des médecins SINAMED et du conseil provincial de l'ordre des médecins de la province du Lualaba ont échangé mardi 11 novembre 2025 avec la gouverneure Fifi Masuka. Ils sont allés exprimer leur indignation suite à la mort tragique de leur confrère, je vous l'ai dit, le docteur Ndibou Nawej Emmanuel, médecin directeur de l'hôpital de référence Mupanja, décès survenu dans des conditions troubles la nuit de dimanche à lundi dernier alors qu'il se trouvait au centre de coordination des opérations de la police nationale congolaise. Conduite par les présidents du Conseil provincial de l'ordre de médecins, la délégation de médecins membres du syndicat national de médecins, SINAMED, est allée à la rencontre de l'autorité provinciale du Lualaba ce mardi 11 novembre. Reçus par Fifi Masuka en présence de la ministre provinciale de la Santé, les docteurs Kanyinda Kansela Pichu, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement provincial, sur la table, la question du décès de leurs collègues, les docteurs Ndibou Nawej Emmanuel. En guise de respect à la mémoire du défunt, une minute de silence a été observée à la demande de la gouverneure Masuka Saini. Le président du conseil provincial de l'ordre de médecins a transmis un mémorandum dans lequel les hommes en blouse blanche exigent une enquête rigoureuse et indépendante afin de faire toute la lumière sur les circonstances du décès de leurs collègues décédés dans des circonstances floues alors qu'il était en détention les dimanches 10 novembre au centre de coordination des opérations de la police nationale congolaise. Le chef de la délégation a également attiré l'attention de l'autorité provinciale sur la nécessité de garantir la sécurité du personnel soignant dans l'exercice de ses fonctions. Visiblement émue, la chef de l'exécutif provincial a exprimé sa profonde compassion à l'ensemble du corps médical de sa province, tout en réaffirmant son engagement personnel et de son gouvernement à accompagner les processus d'enquête enclenchés par le service compétent. Les gouvernements provinciaux mettent tout en œuvre pour que la vérité soit établie, a déclaré la gouverneure Masuka. Cette rencontre tenue dans un climat de respect et de responsabilité s'est clôturée sur une note d'apaisement. Le médecin Lualabé ont salué l'écoute attentive et l'attitude rassurante de la chef de l'exécutif provincial qui œuvre inlassablement pour la paix sociale et la protection de toutes les catégories socio-professionnelles de sa juridiction. Au nom de tout le peuple Lualabé, Fifi Masuka Saini a présenté ses vives et sincères condoléances aux familles biologiques et professionnelles du défunt. Et nous allons quitter la province du Lualaba, quittons même la République démocratique du Congo pour la France. Direction Paris pour parler de cette deuxième édition du colloque scientifique et culturel sur la santé qui se tiendra du 14 au 15 novembre 2025 avec comme thème général innovation et nouvelles technologies pour l'amélioration des conditions de santé en République démocratique du Congo avec des panels attrayants autour notamment de l'intelligence artificielle. Sont attendues de ce colloque plusieurs solutions qui puissent ramener le système sanitaire congolais au standard international sur le plan technologique. Patrick Ngou a joint au téléphone l'un des promoteurs de ce colloque, le docteur Bienvenu Ileka, qui commence par souligner le choix porté sur la République démocratique du Congo. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Je suis congolais et donc je devrais, en tant que visionnaire du colloque scientifique et culturel sur la santé, me pencher d'abord sur les problèmes de santé qui concernent nos populations. Ainsi donc, nous avons commencé avec la diaspora congolaise. Le colloque va réunir plusieurs experts internationaux qui sont spécialistes dans différents domaines d'application des technologies et des innovations dans le domaine de la santé. Nous espérons que par les interventions, par les propositions, les projets que ces experts vont donner, et aussi nous avons un atout, c'est que nous avons un invité spécial qui est le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique en santé de la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'ensemble, les gouvernants que notre directeur général représente, ainsi que la société civile qui est représentée par tous les experts qui seront des intervenants et panélistes lors de notre colloque. Nous pensons qu'ensemble, nous pourrons accoucher des solutions, nous pourrons accoucher des projets, nous pourrons accoucher des actions qui pourront permettre une implémentation effective des nouvelles technologies et des innovations dans le domaine de notre système de santé. Nous voulons qu'après ce colloque, que nous puissions aboutir à un plaidoyer, je dirais même à une concrétisation de la mise en place d'un module de formation dans le cursus
de l'éducation des professionnels de santé dans notre pays. Nous pensons que la réforme de l'innovation en santé ne va passer que lorsque, dans la formation des professionnels de santé, il y aura un module qui va concerner cet aspect. La République démocratique du Congo se positionne davantage dans le commerce international. Les membres du Comité national de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle, sont outillés depuis ce mercredi 12 novembre 2025 par les experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce, CNUSED en sigle, sur la simplification, l'harmonisation et la standardisation des procédures dans les opérations d'importation, d'exportation et de transit des marchandises pour ainsi se mettre aux standards internationaux édictés par l'Organisation mondiale du commerce OMC en sigle. La République démocratique du Congo est sur la bonne voie car elle accélère déjà la dématérialisation totale des opérations commerciales, a déclaré Jules Mouilumbo, secrétaire général au commerce extérieur. Reportage signé Obed Kambale. Au renforcement de l'intégration de la République démocratique du Congo dans le commerce international, les membres du Comité national de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC sont outillés depuis ce mercredi 12 novembre 2025 à Kinshasa par les experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, venu de Genève en Suisse, sur la simplification, l'harmonisation et la standardisation des procédures dans les opérations d'importation, d'exportation et de transit de marchandises. Pour être compétitif dans le commerce international, la République démocratique du Congo doit avoir une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne bien pour faciliter le commerce avec des infrastructures adéquates, a déclaré Céline Bacro, experte à la CNUSED, tout en insistant sur les 4 piliers de la facilitation des échanges, notamment la transparence, la simplification, l'harmonisation, la modernisation et la digitalisation dans les opérations commerciales, et cela avec une grande mobilisation du secteur public et privé. L'experte Maria Bolotnikov a quant à elle donné des détails sur la réforme Tracker qui vise à faciliter la communication et la coordination entre les membres du Comité national de la mise en œuvre de l'AFE, mais aussi la centralisation des documents importants et le partage des informations. Grâce à cette formation, le Comité national de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges, C9, va bien jouer ce rôle car la RDC est déjà sur la bonne voie avec la dématérialisation totale des opérations commerciales, a fait attendre Gilles Mouilumbo, secrétaire général du commerce extérieur, représentant le ministre Julien Paluku-Kaungia. La RD Congo est en bonne voie. D'ailleurs, nous n'avions pas attendu cette étape ici. Déjà avec la douane, avec la convention de Kyoto révisée, la RD Congo s'était déjà mise à implémenter certaines réformes qui ont été reprises évidemment pour que nous soyons au même diapason que tous les autres pays du monde. Nous avons l'obligation de l'implémenter. C'est un accord qui vient alléger toutes les formalités pour accélérer les mouvements des marchandises, également pour que toutes ces opérations se fassent de manière uniforme à travers le monde. Signalons que le C9 est composé du secteur public et privé. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où la commission spécifique et temporaire mise en place pour enquêter sur les incidents commis par certains députés provinciaux lors de la plénière du 6 octobre dernier à l'Assemblée provinciale du Congo central a produit son rapport. Cette commission avait pour mission d'enquêter sur toutes ces exactions. Après la lecture et l'adoption de ce rapport, il a été question de sanctionner les auteurs. Mais la plénière a décidé de le faire pas si une séance tenante, mais prochainement en interne. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale a donné le compte-rendu et l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité concernant le fonctionnement des assemblées provinciales. Cette séance plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central a été consacrée essentiellement à l'audition et adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les incidents survenus dernièrement à l'Assemblée provinciale du Congo central. Avant la lecture du rapport de cette commission, on a procédé à la projection des images de toutes les scènes aggravantes qui se sont déroulées ces jours-là à l'hémicycle de l'organe délibérant du Congo central, qui est la première institution de la province. Il y a eu audition et adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les événements survenus à l'Assemblée provinciale, les événements qui ont amené à un vandalisme,
à la destruction de tout ce qui était dans la salle de plénière comme matériel. Après débat et délibération, les députés provinciaux ont décidé s'il y en aura des sanctions, ils se feront à l'interne. Ces derniers temps, le VPM de l'Intérieur, Jacques-Men Chabani, avait notifié toutes les assemblées provinciales de surseoir toutes les motions fantaisistes visant le gouverneur des provinces. Mais les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central a explicité et clarifié l'esprit de cette notification par rapport au contrôle parlementaire qui est l'une des missions principales des assemblées provinciales. Je vais prendre juste le point le plus saillant, que le VPM de l'Intérieur, sur instruction du chef de l'État, demandait à ce que, au gouverneur, leur gestion des deniers publics soit orthodoxe. Et en même temps, le deuxième point que moi je considère aussi le plus saillant, c'est que quand le VPM demande aux assemblées provinciales de voter une résolution qui devrait suspendre les motions dans les assemblées provinciales. Troisième point, quand le même VPM demande aux députés, aux assemblées provinciales d'exercer le plein pouvoir de leurs prérogatives, notamment la prérogative qui consiste au contrôle parlementaire. La prochaine séance plénière sera consacrée à l'interprétation du gouverneur des provinces du Congo central pour faire la politique générale de son mi-mandat. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la série de démolitions des constructions anarchiques se poursuit. Plusieurs maisons d'habitation construites le long de la rivière Kalamou sur l'avenue Funa dans la commune de Kinshasa ont été détruites lundi. Décision des autorités urbaines qui vise à lutter contre les constructions anarchiques. Les victimes disent n'avoir aucun autre endroit où s'installer. Abel Condé et Olivier Abedi sont descendus sur le terrain. Qui construit mal, construit 2 fois plus cher. Ces proverbes prend tout son sens pour les habitants de l'avenue Funa, dans la commune de Kinshasa. Des maisons d'habitation construites le long de la rivière Kalamou ont été démolies par l'hôtel de ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération de lutte contre les constructions anarchiques. Plus rien ne reste à ses propriétaires, désormais sinistrés. Ce père de famille qui a requis l'anonymat déplore le fait de n'avoir pas été prévenu par les autorités urbaines. À l'en croire, aucun préavis n'a précédé cette opération de démolition. Voici ma maison. Je l'ai achetée auprès de l'État. J'ai les titres immobiliers. Ce qui me choque est qu'ils sont venus détruire ma maison sans même m'indemniser ni me prévenir. Conséquence, les sinistrés sont abandonnés à leur triste sort. Ils passent nuit à la Belle Étoile dans des conditions inhumaines, en témoigne ce jeune homme. Regardez mes mains. Nous avons passé nuit à la Belle Étoile, massacrés par des moustiques. Nos parents sont tristes. Nous n'avons pas où aller. Hervé Kiteke, détenteur d'un salon de coiffure sur cette avenue, révèle que le gouvernement de la ville-province de Kinshasa avait pourtant promis de ne pas démolir les domiciles construits près de la chaussée, mais plutôt ceux qui occupent une partie du lit de la rivière Kalamou, parole qui n'a pas été tenue, regrette-t-il. Les autorités nous avaient dit qu'elle allait démolir jusqu'à 5 mètres, mais malheureusement, elles sont passées de 5 à 10 mètres. Elles ont pris pour cible toutes les parcelles le long de l'avenue. L'opération de démolition des constructions anarchiques le long de la rivière Kalamou, dans la commune de Kinshasa, devrait se poursuivre dans le tout prochain jour. André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a séjourné dans la ville de Kisangani, province de la Chopo, dans le cadre de l'élaboration du prochain plan stratégique de l'Institut d'émission. L'actuel plan arrive à son terme et a montré ses limites. Un grand travail a été réalisé à ce sujet avec un document qui sera publié très prochainement, dénommé Plan stratégique de Kisangani. Ce document permettra à la Banque centrale du Congo de savoir désormais où elle va, par quels moyens elle y parviendra et comment elle mesurera ses progrès vers l'objectif ultime. Le résumé dans ce reportage. C'est un séjour fructueux pour le gouverneur André Ouamesso à la tête d'une délégation de la Banque centrale du Congo à Kisangani en province de la Chopo. Tout commence par des civilités présentées à l'autorité provinciale de la province.
puis cap sur l'objectif principal de la mission, la tenue des travaux de la retraite du Conseil de la Banque pour l'élaboration du prochain plan stratégique. En effet, durant les travaux, les membres du Conseil s'y sont apaisantis avec un horaire allant de 8h à 22h parfois sur les bases d'un diagnostic profond et l'énoncé d'une vision claire, l'élaboration des stratégies et axes prioritaires pour matérialiser cette vision et sur la mise en œuvre du plan stratégique ainsi que les mesures de gouvernance à renforcer pour parvenir aux résultats escomptés. Alors que le plan stratégique actuel qui a montré ses limites arrive à terme, l'un des points forts du prochain est qu'il a pour point de départ 2 sondages internes et externes sur l'appréciation de l'action de la banque sans compter l'audit organisationnel exigé par le gouverneur André Wameso dès son entrée en fonction. En outre, dans une dynamique participative, l'autorité monétaire a obtenu la participation de 2 éminents scientifiques, en l'occurrence les professeurs Kabeya Chikuku et Gamela de l'Université de Kinshasa, pour porter un regard critique sur la démarche. Dans le même élan, 2 consultants de renommée internationale spécialisés dans le domaine de la planification stratégique se sont joints à la retraite pour s'assurer du respect des standards. Tout porte à croire que grâce à ce travail de titan abattu, en quelques jours, la Banque centrale du Congo saura désormais où elle va, par quels moyens elle y parviendra et comment elle mesurera ses progrès vers l'objectif ultime. Toujours à Kisangani, le gouverneur André Wameso ainsi que les membres du conseil de la Banque centrale du Congo ayant fait le déplacement ont effectué une visite à la direction provinciale de l'Institut d'émission 11 ans après le passage d'un gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ici, André Wameso a écouté tour à tour la représentante de la délégation syndicale et le directeur provincial. Quant aux préoccupations liées aux besoins en personnel, à sa formation, à la réhabilitation du bâtiment construit avant l'indépendance du pays et à son équipement, André Wameso a rassuré le prochain plan stratégique de la Banque centrale, baptisé pour la circonstance plan stratégique de Kisangani, à l'image de la constitution de Lulabour, intègre dans son volet investissement la restauration de l'image et des fonctions de la Banque centrale dans les entités provinciales. Il faut signaler aussi qu'André Wameso s'est recueilli au mémorial de Kisangani. En tant que garant de la souveraineté nationale dans le domaine monétaire, il a tenu à rendre un hommage particulier aux victimes de la guerre de 6 jours qui s'est déroulée entre le 5 et 10 juin 2000, impliquant des affrontements entre les armées rwandaises et ougandaises. Rendons-nous à présent à Uvira, où la ville et le territoire sont en deuil depuis la disparition de Musée Mugozi Mudeba Zorobabel, opérateur économique très réputé, qui est décédé à l'âge de 91 ans à Uvira même. Qui est-il? Son portrait avec notre correspondant Jean Bermans Loulacha à travers ce reportage. Très connu sous le nom de Zorobabeli, il était l'un des plus grands éleveurs de bovins de la région des Grands Lacs, est de la RDC, Burundi et Rwanda. Selon plusieurs estimations, son cheptel dépassait 10 000 têtes, fournissant près d'un quart de la viande consommée dans la région d'Uvira, Fizi, Kalemi, au Burundi et dans l'ouest du Rwanda. Né en juin 1934 à Mukono dans le groupement de Runingu, territoire d'Uvira, Mzee Zorobabeli est issu d'une famille d'éleveurs. À 12 ans, son père le fait sortir de l'école pour l'initier à ses affaires et à 14 ans, il reçoit sa première vache, marquant le début d'une carrière qui fera de lui un éleveur majeur de la région. Lors de la guerre civile du Burundi en 1993, il retourne s'installer à Uvira, où il restera jusqu'à sa mort, malgré les pertes liées à la rébellion de l'AFDEL en RDC en 1996. Il conserve sa position de grand éleveur. Aujourd'hui, son cheptel se compte par dizaines de milliers de têtes dispersées dans la plaine de Ruzizi, vers Kazumi en territoire de Fizi, Kalemi, au Burundi et dans l'ouest du Rwanda. Jean Belkiman Seloulacha, Uvira pour Digital Congo. Et voilà, en dehors de nos frontières, en Afrique toujours, cette annonce qui est tombée ce mercredi 12 novembre 2025, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis 1 an
en Algérie et au cœur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, va devoir être gracié et transféré en Allemagne. C'est ce qu'a affirmé la présidence algérienne. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a exprimé son soulagement. Abel Conté. Sur la fin d'un long feuilleton, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal va être gracié par le président Abdelmajid Tebboune, a annoncé ce mercredi 12 novembre la présidence algérienne. Le chef de l'État a répondu favorablement à une demande de son homologue allemand Frank-Walter concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal, selon le communiqué officiel. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a dit, je cite, son soulagement et a estimé que la grâce de Boualem Sansal était le fruit d'une méthode faite de respect et de calme. S'exprimant depuis l'Assemblée nationale, il a souhaité que l'écrivain puisse rejoindre ses proches au plus vite et être soigné. Quant aux avocats français de Boualem Sansal, ils se sont dit, je cite, « heureux que l'humanité ait prévalu sur toute autre considération après l'annonce par l'Algérie de la grâce de l'écrivain franco-algérien dans un communiqué. » L'écrivain franco-algérien âgé de 81 ans, Boualem Sansal avait été arrêté le 16 novembre 2024 à Alger et condamné en appel en juillet 2025 à 5 ans de prison pour des propos jugés attentatoires à l'unité nationale. Il avait affirmé qu'une partie du territoire algérien appartenait historiquement au Maroc. Et c'est ici que s'achève cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir chez vous. Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue de presse. Problématique de la paye des enseignants, Africa News écrit des anomalies relevées dans l'état liquidatif du 4e trimestre. Les finances ont ordonné un retraitement complet. Des ajouts non validés perturbent la paye du mois d'octobre. Des individus dont l'identité est connue auraient abusé de la décision gouvernementale offrant la possibilité d'ajuster les salaires de fonctionnaires pour introduire des mécanisations non autorisées. Les montants en jeu avoisinaient 11 milliards de francs congolais par mois, soit près de 5,5 millions de dollars, ce qui représente un risque pour le trésor public d'environ 15 à 16 millions de dollars pour le trimestre. Pour contrer cette manœuvre, le ministre des Finances Doudou Fouamba a ordonné un retraitement total de l'état liquidatif pour éliminer les noms non autorisés et prévenir toute dérive. Cette décision a été ratifiée par les membres concernés du gouvernement sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa. L'état liquidatif ajusté a été renvoyé au ministère des Finances qu'après le 30 octobre 2025. La paye a commencé le 4 novembre 2025 et se poursuit progressivement à travers le pays en respectant le circuit habituel de décaissement et les directives de transparence du gouvernement. Au journal Africa News de poursuivre en sa page 9, Nyangé réclame une reconnaissance mondiale du rôle de la RD Congo dans la lutte contre le changement climatique. À l'ouverture des travaux de la COP 30 au Brésil, la ministre Marie Nyangé a estimé que cette reconnaissance devrait s'accompagner de retombées concrètes pour son pays. Nous voulons que le monde reconnaisse notre capacité à réguler le climat. Nous voulons aussi que cette reconnaissance s'accompagne de retombées positives, a-t-elle souligné. À l'entendre, ces retombées sont destinées à atteindre directement les communautés locales et les peuples autochtones afin de soutenir leurs efforts de conservation engagés depuis des millénaires.
Pour la prospérité, reddition des comptes, le premier président de la Cour des comptes dépassé par les chiffres. L'orateur, censé veiller à la bonne exécution des dépenses publiques, a donné plutôt l'image d'un contrôleur perdu dans ses colonnes Excel, confondant ordonnancement, urgence et déficit comme on mélange les cartes d'un jeu qu'on ne maîtrise plus. En réalité, aucune dépense publique ne peut être exécutée sans l'ordonnancement du ministre des Finances, y compris celles engagées en procédure d'urgence. La Cour semble ignorer que les dépenses d'investissement financées par des partenaires extérieurs ne transitent pas par le compte général du Trésor. Ces fonds sont directement versés aux unités des projets des ministères sectoriels sous la supervision de bailleurs de fonds. Terminons avec le fax qui revient sur l'élection au bureau de l'Assemblée nationale. 2 candidatures validées pour les postes vacants du bureau. La commission technique chargée d'examiner les dossiers a validé 2 candidatures uniques. La majorité parlementaire aligne l'honorable Aimé Boji Sangara pour la présidence du bureau, tandis qu'Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, présente l'honorable Clotilde Mouta Kalunga pour le poste des rapporteurs adjoints. Les candidatures concurrentes, notamment celle de Christelle Wanga et Gracien Iratienne, n'ont pas été retenues. Merci de nous avoir suivis. Fin de cette revue de presse. Digital Congo, la télévision numérique.